Bienvenue dans ce premier numéro du Racing Club. Premier numéro d'un nouveau podcast sur l'actu du Racing Club de Lens. Encore un, allez-vous me dire, c'est vrai, mais ici on n'ambitionne pas forcément de faire mieux qu'ailleurs, juste différemment, à notre façon. On va tout vous expliquer dans un instant, mais d'abord j'accueille mes deux comparses, ceux qui vont m'accompagner dans ce premier numéro, avec Antoine Tonio. Salut Antoine. Eh ben, salut Val, ça fait plaisir de te revoir par ici. On est très heureux de se retrouver sur ce nouveau rendez-vous. On a également Rémi ou Bastoche pour les intimes qui est là. Salut Rémi. C'est ça. Salut Val, salut Antoine, salut tout le monde. Voilà, on est tous les trois ensemble pour ce premier numéro du Racing Club. On va vous expliquer dans un instant ce que c'est que ce Racing Club. Antoine, tu nous diras un petit peu comment t'es venu cette idée. On va aussi rendre un petit hommage à Roland Courbis. On a appris la disparition de l'ancien coach du Racing Club de Lens ce matin. Et puis pour ce qui est du programme, on va revenir sur le match face à Sochaux. On fera un bilan de la première partie énorme du Racing Club de Lens de Pierre Sage. Et puis on fera un petit point mercato également en fin d'émission. Allez, on débute ce premier numéro du Racing Club et j'ai envie de te lancer tout de suite, Antoine, pour que tu nous racontes, pour que tu nous parles un petit peu de ce nouveau rendez-vous. Pourquoi le Racing Club existe? Ah, ça y est, tu me mets la pression là, tu me donnes la paternité de ce projet. Non, bah, en fait, voilà, on s'en parle depuis un petit moment avec Rémi, avec toi et avec Guillaume, hein, qu'on n'oublie pas, qui est l'artiste de la team, et avec Lucas aussi, qui a fait le plaisir de nous rejoindre. Voilà, donc on se connaît depuis maintenant 10 ans, on a lancé une asso de supporters, et puis maintenant on se dit on va passer au podcast. Donc, on va faire le max pour proposer un contenu agréable, hein, puis voilà, il y a pas mal de tweetos qui nous ont déjà manifesté leur envie de passer une tête ici, qu'ils soient supporters de Lens ou non. Donc voilà, l'idée c'est d'ouvrir le podcast le plus possible, de faire un truc sympa, un rendez-vous qui se voudra être bon enfant convivial, mais aussi un peu sérieux. Donc voilà, on est un peu comme Amadou Aïdara. On arrive un peu en janvier comme ça, on est un peu à la grosse On recrue va du se mois de roder pour janvier, l'année mais prochaine, c'est ça? voilà, mais on arrive avec une épaule un peu chancelante. À la mode chill, on va parler du Racing, on va se faire plaisir. C'est avant tout voilà le but aussi d'un podcast comme celui-ci, c'est aussi de se faire plaisir. Avant de se faire plaisir et de parler du match du Racing Club de Lens, le dernier face à Sochaux, j'avais envie qu'on rende hommage quand même à Coach Courbis. On a appris la disparition ce matin de Roland Courbis. Roland Courbis, évidemment, ancien coach du Racing Club de Lens. Si je devais rapidement comme ça vous demander quel est votre souvenir peut-être de Coach Courbis, Rémi, ce serait quoi pour toi le souvenir que tu as de Roland Courbis? Je pense qu'on a tous le même souvenir en tant que supporter lensois, c'est le fameux mot pingouin Ouais. qu'il avait lâché un an et demi avant de nous rejoindre lorsqu'il était à Marseille. Pour le reste, statistiquement, finalement, il n'est pas resté si longtemps que ça, le coach, Ah hein. Il est non. resté environ 7 mois. Il a été débarqué en cours de saison en février, il me semble 2001, parce que les résultats ne suivaient pas. Pourtant, il avait fait un super début de saison. J'avais regardé vite fait les statistiques. Il était parti, Lens était quand même premier après quelques matchs. Et après, ça a été la dégringolade. Les résultats n'ont pas suivi. Et Ouais. le club qui ambitionnait d'être européen se retrouve en 13e, 14e position. Et donc, du coup, c'est l'adjoint Georges Tourné qui a pris la relève. Euh, donc, finalement, c'est un peu à l'image de son parcours un peu bosselé. Il a pas mal voyagé à droite et à gauche et jamais vraiment réussi euh, à s'imposer et à vraiment rester beaucoup d'années dans un seul et même club. Et je pense que ça a été à l'image de son parcours professionnel au sein de l'équipe Bosseley. C'est vrai qu'il a fait pas mal de clubs. Il n'est pas forcément resté hyper longtemps dans chacun de ses clubs. Après, c'est quand même une gouaille, Roland Courbis. C'est un coach à l'ancienne, un peu, j'ai envie de dire, un tonton, Antoine, coach Courbis. Ouais, c'est un peu le tonton de tous les amateurs de foot, hein. Je crois que je peux me tromper, mais je pense que Roland Courbis, il est populaire de Dunkerque à Jusqu'à Porto-Vec Ajaccio. et de Brest à Strasbourg. Non, mais ouais, franchement, ah là là, tonton Roland, franchement, voilà, moi je me rappelle quand sur l'after, il était parmi les piliers au tout début de l'after en 2006. Ouais, il était quand même extraordinaire. Je me rappelle, j'ai écouté pas mal d'archives là de l'after là.
ces derniers mois, et notamment une quand il est avec Silvio Berlusconi, où en Il parle fait à il fait moitié en genre, italien, à moitié en il français, parle. ouais. Ouais, mais non, mais attends, mais franchement, mais c'est à mourir de rire, quoi. Genre le mec, il te parle français, il met des i et des o après chaque phrase. À la fin de chaque phrase, non, franchement, ouais, Ouais, c'était c'est énorme. clairement une personne qui va nous manquer. Ouais. Gasset et Roland Courbis, c'est quand même deux tontons du foot français qui nous ont malheureusement quittés trop tôt ces derniers jours. Moi, j'ai vu pas mal de tweets ce matin disant que c'était un gars hyper humain, hyper gentil, le cœur sur la main. Alors, je peux en attester parce que dans ma jeunesse, il semble que j'ai un peu bossé sur RMC. Et c'est vrai que j'avais croisé plusieurs fois Coach Courbis. Et je me souviens d'une fois, notamment c'était le soir, c'était au moment de l'after et compagnie. On n'était pas hyper nombreux dans les studios à ce moment-là. Et où il vient me voir et où il me donne un billet de 50. Il me dit, tu peux aller me chercher un menu au McDonald's. Et donc, il me dit, bah, après, avec la monnaie, tu fais ce que tu veux, tu te prends un menu aussi, tu prends ce que tu veux pour l'équipe. C'était énorme. Non, mais franchement, un type, on se connaissait pas plus que ça. Il me croisait parfois comme ça. Et le type me donne un billet de 50. Il me dit, bah, va te chercher un McDo, ramène-moi des nuggets. Enfin, voilà, c'est un souvenir comme ça, moi, Extraordinaire. que j'ai de Coach Courbis qui m'est revenu quand j'ai appris son décès. C'est vrai qu'on l'oubliera pas. Hein, ce sera en tout cas quelqu'un qui aura compté dans le monde du foot, Coach Courbis, et notamment, même si c'était rapide, du côté du Racing. Voilà, on voulait faire un petit hommage à Roland Courbis avant de démarrer cette émission. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, les gars, avec eh bien ce match face à Sochaux, 16e de finale de la Coupe de France. Le Racing affrontait cette équipe de National, s'est imposé 3 buts à 0. Ça a mis du temps finalement à se décanter pour creuser l'écart, même si le Racing a marqué rapidement en première période. J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais c'est une victoire un petit peu à l'image de notre première partie de saison. Ouais, il y a cette dualité. On a l'impression que c'est maîtrisé, que c'est en contrôle et que c'est tout à fait justifié. Par contre, sur le terrain, on sent qu'il faut pas lâcher, il faut être à 100% à chaque fois, sinon en fait, ça peut basculer de l'autre côté et que les statistiques et l'impression visuelle peuvent être vraiment différentes. Donc ouais, une fois de plus, on a un Lens qui a fait le travail, mais surtout qui a fait le travail en deuxième période après encore un discours de Pierre Sage, hein. Ouais, exactement. J'avais envie de commencer par ça. Antoine, revenir sur cette interview d'après-match de Pierre Sage. Euh, le Racing s'impose 3-0 finalement en Coupe de France. Le Racing est premier de Ligue 1, 40 points. Enfin, on égale notre record à ce niveau de la compétition. Et la première chose qu'il dit, le coach, c'est pas content de cette première période. Ça montre l'exigence de ce coach. Ouais, ça doit plaire à beaucoup de supporters lensois qui voilà, se sont jamais satisfaits. Et dans un sens, bah, tant mieux. C'est-à-dire qu'il maintient le groupe sous pression. Moi, j'aime bien ouais, quand il dit on joue pas à la lensoise. Ça veut dire, tu vois, c'est presque en fait le début d'un label à nous, quoi. C'est-à-dire, t'as les Ça rillettes du rappelle un peu Mans. faire du lance de Francaise aussi. Ouais, t'as les rillettes du Mans, la saucisse de Montbéliard et le jeu à la lensoise, tu vois. Donc, c'est pas mal. Mais bon, c'est clair qu'on a tous vu en première mi-temps que ça sentait un peu le piège, même si on ouvre le score, un but un peu chanceux qui aurait dû, selon toute vraisemblance, être annulé pour position de Bah, hors-jeu. entaché d'un hors-jeu, c'est clair. Ouais, voilà. Donc après, bon, tu gâches quand même un nombre d'occasions assez impressionnant, mais voilà, c'est les matchs de coupe. Moi, j'ai tendance à mettre un peu dans la focale Gagnou, qui fait un bon match, hein, mais tu vois, c'était typiquement un match piège pour un joueur comme Gagnou, tu vois. C'est-à-dire que Gagnou, il arrive, il y a encore peu, il était dans les équipes de Ligue 2 et il commence vraiment à côtoyer le haut niveau là depuis 7-8 matchs. Et autant lui, il est resté vraiment, je trouve, dans une forme de continuité, même si par moment il Ouais, y avait un peu je l'ai trouvé quand même un petit peu en dessous, moi, sur ce ouais, match-là. un Je l'ai petit peu vu en faire pas dessous. mal d'erreurs quand même. Hein. Un petit peu en dessous. Moi, c'est plutôt Beidou qui m'a laissé une impression mitigée en première mi-temps où je le trouvais un peu bizarre sur ses placements. À un moment, il y a Djoko, il fait le tour à l'envers, puis qui permet à Djoko de rentrer dans la surface. C'est vrai que la première mi-temps, il y a des choses sans qu'on soit forcément en danger qui te laissaient penser. Bon, surtout sur la fin, il va falloir qu'on remette qu'on réélève le niveau en deuxième mi-temps Hmm. parce que à un moment donné, ça puait un peu quand même le match piège. Ouais. Mais c'est vrai que tu disais Rémi, je vais revenir là-dessus, tu parlais des stats. Si on regarde purement les stats,
Je crois que le Racing, il y a plus de 4,5 d'XG par exemple. Il y a une domination côté statistique assez flagrante. Et c'est vrai que c'est pas l'impression qu'on a eu en termes de jeu. Alors je sais pas ce qui explique cela. Ça peut être le report du match de la veille pour le lendemain. Ça peut être la peur peut-être de se aussi blesser, je sais pas, sur un terrain pas facile, dans des matchs de Coupe de France qu'on peut parfois appeler un peu bourbier. Mais c'est vrai qu'on a eu cette impression un petit peu de difficulté, en tout cas par moment, sur la première mi-temps. Ouais, et même cette impression, elle est là aussi en championnat, hein. Je ne sais pas ce que Ouais, vous en pensez, ouais, vous, t'as mais est-ce raison. qu'il y a vraiment un match où on a dominé de A à Z, où on s'est dit, il n'y a pas eu d'équipe en face? Non, non, c'est vrai, t'as raison. Moi, ça m'a fait Je penser au vois match pas de, de... au Ouais. match de Nice, notamment. Je sais pas si tu te souviens, le match de Nice, où on gagne finalement 2-0. On marque très vite sur cette première mi-temps, et derrière, on prend un petit peu le bouillon par un Nice qui était aux abois à ce moment-là, encore. Ouais, ouais, et on a toujours une période de creux où pendant 15 minutes, alors essentiellement avant la fin de la première période, c'est compliqué, ça plie, ça rompt pas, mais on sent que c'est compliqué, et c'était le cas aussi face à Toulouse. Sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps où c'était vraiment très électrique. Je pense que les Toulousains, ils voulaient aussi faire péter les plombs au Lensois pour Après aller le rouge, chercher ouais. un carton rouge. Ouais. Mais il y a plusieurs matchs comme ça où on se rend compte que ça a été compliqué, hein. Il y a Lorient en tout début de saison, pareil, il loupe le penalty, mais Ouais. on n'était pas bien. Et en fait, finalement, je me dis, je vois pas de match, même si on met des 3-0 ou comme ça a été le cas à Toulouse et Sochaux, je vois pas de match où on a dominé de A à Z. Mais il Ouais, y a une après, stat qui est sortie sur les expected points et les points actuels. ouais. On est une des équipes avec un différentiel positif le plus avantageux. Et c'est vrai que. Alors attends, parce que là, je vais reprendre vite fait le truc. Je crois qu'on est à. Je crois que c'est une Actuellement. histoire de victoire, Je je crois crois que qu'on a. c'est 15 points, il me semble, d'écart. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est à 25 expected points et on est à 40 points comptabilisés donc, à ce moment du championnat. Donc effectivement, t'es dans une logique de, n'ayons pas peur des mots, de surperformance par rapport à tes performances réelles qui font Bah, que d'où l'exigence t'es. de Pierre Sage, en même, du coup. Oui, Parce qu'on sent qu'il y a encore une grosse marge de progression finalement. Et en même temps, j'ai envie de te dire, Pierre Sage, il est arrivé il y a 6 mois, quoi. On a reconstruit une équipe en vendant pas mal de tauliers. Donc ça paraît un petit peu logique finalement. Pas mal de réussite sur cette première partie de saison également, hein. J'ai vu une stat comme quoi Lens a vu son adversaire écopé d'un carton rouge pour la 5e fois, c'était après le match de Toulouse, pour la 5e fois cette saison en Ligue 1. Alors on va dire, la réussite, ça se provoque, hein, on enfonce des portes ouvertes, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a aussi eu fais pas le parfois ce. complotiste là. Fais pas le complotiste, hein. Non, je ne fais pas le complotiste. Mais il y a eu parfois peut-être ce brin de réussite qui a aussi fait pencher la balance pour le Racing. Est-ce que ça va continuer en deuxième partie de saison? Là sera toute la question. Ce Mais qu'on peut dire quand même, c'est que ce soit derrière, la charnière centrale a été plutôt solide. C'est ce qui peut aussi expliquer notre bonne partie de saison, première partie de saison, Rémi. Meilleure défense du championnat. On Ah a un ouais. gardien qui est là, qui fait les arrêts et qui nous fait gagner énormément de points. Oui, clairement, la défense, elle nous fait gagner, elle nous permet d'être sur cette première position. Ça, c'est sûr et certain. Surtout, alors, encore une fois, si on se base uniquement sur des statistiques, on est l'équipe qui loupe le plus de grosses occasions Ouais. en France et je crois même dans les 5 grands championnats européens. Mais parce qu'on a Euh, aussi, on est aussi l'équipe qui provoque le plus d'occasions, je crois, hein, enfin, en tout cas, dans oui, le top. Mais je oui, veux pas oui. vous Après, faire en la termes de remarque ratio, que. il est pas fifou, mais quand même, oui. Clairement, la défense, elle est là, ouais. Je vous Non, rappellerai pas qu'un match se gagne avec une attaque et un championnat avec une défense. non, mais en vrai, c'est vrai, hein, ce qu'il dit, hein. C'est vrai ce qu'il dit. On se Oui, souvient non, de mais c'est pas parce que je la fais le clown période. que j'ai des conneries, hein. Bon. La période francaise, déjà, la saison où on finit derrière le PSG, on se base sur une énorme défense également à ce moment-là, hein. Pour continuer, et peut-être pour finir sur ce match face à Sochaux, je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais il y avait une certaine petite nostalgie de rejouer un petit peu ces Sochaliens qu'on a pu affronter finalement depuis un petit moment, hein, parce que les pauvres, ils sont en national
depuis quelques temps, mais c'est vrai que ce soit la Coupe de France sous la neige, on en reparlera aussi peut-être dans un instant, ou à frotter Sochaux. Antoine, ça faisait une espèce de nostalgie un petit peu de rejouer ces lionceaux. Bah ouais, d'ailleurs, c'est quoi vos top 3 joueurs sochaliens là? Oula, top 3 joueurs Allez, des années 2000. Les années 2000, c'est vrai qu'on les a Bah, pas mal joués en Ligue 1 à cette époque-là. Bah, je me souviens de Pierre-Alain Fro, par exemple, quand même, qui est passé au Ouais. Racing. Paf. Ouais, Paf pour moi c'est ça. Pedretti aussi a joué là-bas, hein, si je Ah dis pas de ouais, bêtises. Pedretti, Philippe Rachke, un petit Philippe Rachke. Ouah, tu vas loin là. Je peux sortir Maxence Flachez aussi, si tu veux. Ah bah oui, Maxence Flay. Santos. Santos. Michael Isabé. Hmm. Eh ouais. Et Michael Isabé, si Ouais. je veux faire la transition avec ce match de Coupe de France sous la neige. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que toi, tu te souviens parce que tu l'as tweeté, Antoine, mais ce match de 99-2000 là, à Besançon, sous la Aïe, neige, aïe, ça m'a aïe. fait un petit peu penser à Bah ouais, mais il y Michael avait tout, Isabé. hein. Il y avait les Michael ingrédients, Isabé hein. est buteur hein, pour Besançon sur ce match-là. Tu te souviens de ce match, Ouais. Antoine? Bah ouais, je me souviens parce qu'il m'a traumatisé quoi. En fait, moi je me rappelle, j'étais chez mon père à l'époque. Je sais même pas si je regardais les matchs de Lens à la télé, mais je m'en rappelle. Je devais avoir 11 ans à regarder. Je vous jure, je regardais la grande armoire de mon père dans le vide en me disant, on a perdu contre Besançon. Et genre j'avais honte, j'avais peur d'aller en cours le lundi, me faire charrier par mes potes parce que j'habitais en région parisienne et je me suis dit, mais je vais me faire tailler de fou quoi. On a perdu contre Besançon. Et ouais, c'est un match qui m'a marqué et je me rappelle des images avec la neige et tout ça. Et c'était une période où on était très bien en championnat, un peu pareil. On jouait en Franche-Comté sous la neige. Donc ouais, il y avait un peu de ça aussi dans cet avant-match de préparation à jouer contre un Sochaux. Voilà, tu sais pas trop quoi. Avec Ouais, des, je des regarde vite fait rebonds un là, peu l'équipe du coûteux. Racing à ce moment-là, là, en 99-2000, il y avait quand même une grosse team. Hein. T'avais quand même Pascal Nouma, Daniel Ah bah là, Moreira, Greg Louis Lallemand, Sacco, il te les citerait sans problème. Olivier Dacour. Ouais, vous vous souvenez d'ailleurs, Ouais. c'était parti un petit peu en fight après cette défaite là, du côté de Besançon. Je crois que ça avait fighté entre Varmus et Dacour notamment, où Ouais. l'un avait dit à l'autre, de toute façon, moi, toi, je t'aime pas, ou des choses comme ça. Enfin, je me souviens que ça m'avait un petit J'ai peu j'ai pas, fighté après j'ai ça. pas trop de souvenirs moi hein, de Besançon, mais Ouais. j'ai juste le souvenir que tous les matchs de Coupe de France, on a eu une période pendant 15-20 ans où ça a été compliqué là. Les Mons-Solimines, Ouais. Bergerac, Ah, ça fait les 120 ans, exhibitions, elles Rémi, ont hein, été tellement que nombreuses. ça fait 120 ans que c'est compliqué en Coupe de France pour le RC Lens, hein. Ah, on a joué une finale en 98 quand même. Demi-finale, Ouais, finale. Fait finale. ouais, ouais. Et après guerre Voilà, contre bon. Lille aussi, finale. Ouais, prochain tour, huitième de finale, hein, ce sera, je crois, au mois de février, je me souviens même plus, j'ai pas regardé. Tirage au sort, je crois que c'est demain soir pour savoir qui sera le prochain adversaire du Racing. Je crois que c'est une ambition de Pierre Sage hein, cette année, cette Coupe de France. Il me semble qu'il a dit qu'il était ambitieux, qu'il mettrait à chaque fois que c'est possible la meilleure équipe sur le terrain, parce que je crois que Pierre Sage, au-delà d'être un grand tacticien, un homme hyper généreux. Je crois qu'il est aussi hyper ambitieux et ça fait du bien d'avoir un gars comme ça du côté du Racing. Si on voulait un petit peu faire le bilan de cette première partie de saison, on en a un petit peu parlé hein, en débriefant également Sochaux. Je remets juste en exergue un petit peu les principales informations. Le Racing à 40 points après 17 matchs, 13 victoires sur 17 matchs. C'est autant que la saison 22-23, la saison francaise où on finit deuxième au classement général. 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont 7 de suite en Ligue 1. Franchement, sur le papier, Rémi, c'est une première partie de saison assez incroyable, digne d'un champion, quoi. Oui, vraiment incroyable. Alors je suis désolé parce que j'ai ma petite qui est en train de débarquer sur le podcast. Bah, On c'est va pas la voir à grave, on est l'écran. en famille. Mais oui, non, c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, Si tu avais 3 stats, je crois que tu as regardé un peu les stats sur cette première ouais, partie de j'avais, saison. j'avais regardé un petit peu Si, t'as- si, t'as- si je tu pourrais un petit peu la mettre en exergue à travers 3 stats, ce serait lesquels? je pense que, alors, la première chose, c'est la sérénité du club. Je pense vraiment, c'est une stat qu'on a vu passer à plusieurs reprises sur les réseaux, mais à chaque fois que l'équipe a marqué en première, elle a toujours gagné. Ouais, Et ça, c'est juste, ça montre une sérénité incroyable. solidité, ouais, Sérénité qu'on voit à travers Pierre Sage et, et son même du staff. Robin Risser. Ouais, Même Robin Risser avec,
avec le jeu au pied où il est jamais sous pression. Donc du coup, ça va. Je suis désolé, Non, j'ai c'est ma pas grave, petite vas-y, qui vas-y. rentre. Non, mais si tu veux, je lance Antoine Att- et puis on reviendra après Ouais, on va faire ça. sur tes trois stats. Mais c'est vrai qu'on parlait de sérénité, de solidité, Antoine. C'est quelque chose, quoi, toi, qui te marque aussi sur cette première partie de saison, notamment du côté du staff de Pierre Sage. Ouais, bah, je pense que la solidité, c'est le socle de tout, en fait. C'est un héritage francaise, même Will Steele, en fait, hein, parce que même sous Will Steele, on était extrêmement solide derrière. Et ouais, en fait, tu maximises ton jeu sur les côtés, puisqu'on est une équipe qui centre énormément. Et à destination de ces centres, où bah, tu as quand même deux très belles pattes avec Aguilar et même Saoud en deuxième lame, Ouais. et Udol surtout côté gauche. Et surtout, tu as de la présence devant. Et c'est vrai que c'est tout ça, c'est assez impressionnant, l'alchimie, la confiance que les joueurs ont. Il y a tellement d'histoires dans l'histoire, notamment l'arrivée de Sangaré qui vient parce qu'il veut jouer avec son idole Thauvin. Le fait que Thauvin il mette autant en avant Hudson Edouard qui vient avec cette envie de se relancer avec la hargne du revanchard et surtout, enfin, on parle d'Hudson Et puis on Edouard sent quoi, qu'il y a une beaucoup. ambiance incroyable entre eux aussi. Enfin, ça se voit en tout Voilà, cas sur les images, sur les photos. Ça se voit aussi des fois quand ça se charrie sur Twitter ou quand il y a eu le fameux centre de Mathieu Hudol, tête de Hudson Edouard, où ça se renvoyait la balle voilà, un petit peu. c'est On sent extraordinaire, tu que, vois. ouais, on sent qu'il y a une Ouais. alchimie. Quand tout va bien, forcément, c'est Ouais, beaucoup c'est plus vrai. simple, Voilà. hein. Et pourtant, on avait commencé par une défaite frustrante, quoi. C'est-à-dire que cette défaite, elle aurait pu être le caillou dans la chaussure, là, quand on perd 1-0 à domicile contre Lyon. C'est une défaite un peu sévère sur une contre-attaque. Tu vois, ça aurait pu un peu être un caillou dans la chaussure. Et tu vois, la petite déviation de quelques millimètres en début de trajectoire qui te sort complètement bah, de ton objectif. Parce que l'objectif en début de saison, c'était certainement pas d'avoir cette position-là. Mais quand même, cette équipe a su garder vraiment beaucoup de sérénité, comme tu disais, de calme. Et non, c'est impressionnant, je trouve, le rendement, la solidité, la complémentarité. Moi, je trouve que Thomasson est tellement la personnification de cette équipe, quoi. Un Meilleur joueur que. passeur du championnat, hein, quand même, faut le faire. Hein. Mm. Ah, et puis à côté, voilà, que ça soit Sangaré, même Sotoka. Enfin, j'ai envie de encore parler de Sotoka. Ça faisait longtemps que j'avais pas Qui eu joue beaucoup l'occasion. moins, mais qui a une Ouais. importance encore incroyable. Hein. Et dans le cœur du jeu, il était vraiment intéressant, hein, je trouve. Je me demande d'ailleurs si le fait de jouer dans le cœur du jeu, ça va pas lui donner quelques années de plus d'espérance de vie au C'était très quoi? haut niveau, parce C'était qui? que Alan Smith, ça me fait penser. C'était Alan pas lui? Alan Smith, Smith, qui exactement. jouait qui était attaquant à la base et qui a fini dans ce rôle un peu de milieu de terrain euh, Non, mais, à la Flo Sudoka, ouais. mais c'est vrai que toi, Val, je J'ai sais un peu pas de ce que mal à t'en le voir penses, quand mais même. J'ai un peu de mal à le voir, moi, le Sotoka très performant sur cette nouvelle position. Autant j'ai pas de soucis sur le bonhomme, sur le fait que si le physique est encore là, il va pouvoir être embêtant pour beaucoup de monde. Euh, Sur Par contre, ouais. ouais, sur ce non, placement-là, tu veux dire? rotation, rotation. Oui, en rotation, oui, oui. Mais pour combien de temps encore? Pour moi, là, c'est vraiment, il est sur la, la, la voie de fin de carrière et Ouais, je ça pense. permet de le glisser tout doucement, mais je le vois pas rebondir, refaire Bah, je suis d'accord avec toi, un Rémi, nouveau parce que déjà, challenge. il joue quand même beaucoup moins, parce que Hmm. en termes de talent, je pense il y a pas mal de joueurs aujourd'hui qui sont devant lui maintenant. Mais en termes de mentalité, hein, même quand il rentre 5 minutes, 10 minutes, on sent que bah, il joue sa vie, quoi. Il est le Sotoka qu'on a connu depuis qu'il arrive Ah, au mais tu vois, il est Racing. en fin de contrat, là, fin de saison, tu fais Ouais. quoi, là? Fin de contrat 2026, tu lui proposes une pige supplémentaire avec justement ce rôle de mec qui rentre 5 minutes en fin de match, de temps en temps, etc. Ou Je suis tu pas dis, Pierre bon, bah Sage, merci, au revoir. je suis pas le staff. Je suis pas sûr que lui veuille ça non plus, hein, Flo Sotoka. Je suis pas sûr que il veuille continuer dans ce rôle-là. Peut-être qu'une dernière pige, même peut-être en Ligue 2, une équipe peut-être qui pourrait jouer la montée en Ligue 1 l'année prochaine, pourrait peut-être lui plaire pour un dernier challenge. Euh, Ce qui serait bien, c'est qu'ils partent sur les chapeaux de roue avec au moins un titre gagné au Racing, quoi. Ça, ce serait cool pour lui après toutes les années qu'il a passé chez nous. À qui le dis-tu? Est-ce que tu peux nous donner tes deux autres stats du coup, Rémi, là? Oui, pardon. Ouais, donc la première, c'est celle que je vous avais dit. La Ouais. deuxième, ça ça met en exergue le fait que Lens, c'est une machine qui broie son adversaire et qui est capable en fin de match de faire les différences. Euh,
j'ai regardé un petit peu sur les différents matchs de Ligue 1 uniquement. À partir de la 65e minute de jeu, on a marqué 10 buts. Ça Ouais, correspond à un tiers des buts totaux sur le ouais, championnat pour 3 buts encaissés. ouais. C'est l'équipe Wow. qui est la plus performante sur ce temps de jeu entre la 65e et la fin. Entre la première et la deuxième mi-temps, on a récupéré un total de 12 points, parce que si on arrêtait le championnat à la première mi-temps, Lens aurait 28 points uniquement. Ok, ouais, ouais. On serait quand même bien positionné, hein, deuxième derrière le PSG, donc forcément les écarts se font en deuxième mi-temps, mais Lens c'est l'équipe qui récupère le plus de points sur cette deuxième mi-temps, avec 12 points au total. Et tout simplement, Lens en fin de match, avec ses 40 points aujourd'hui, bah, on voit une progression entre la première et la dernière minute de jeu où 40 points, c'est le total maximum que Lens a. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment performante jusqu'à la fin des matchs, contrairement à ce qu'on a pu voir avec des Marseille récemment où ils Ouais. perdent pas mal de points Notamment contre sur Lyon, les je fins me de souviens. match. Et moi, ça me rappelle justement cette victoire qu'on a été arraché à Auxerre. Je sais pas si vous souvenez, Ah Avec ouais. où on Sima. fait pas, on fait une deuxième mi-temps assez exécrable finalement, où on se fait égaliser et où on va la chercher à la 95e là sur cette tête, sur coup de pied arrêté sur corner d'Abdel Sima. Ça me fait penser à ce match-là par exemple où on a été la chercher dans les dernières minutes. Ça. Ouais. Euh, Non, et mais puis t'avais, franchement, ouais, c'est intéressant. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu vois, c'est quoi les leviers utilisés par le club, hein, parce que je pense que c'est même pas au niveau du vestiaire, c'est au niveau du club. C'est vraiment une conjonction de forces qui vont toutes dans la même direction et qui font qu'en fait, enfin, Sage, tu le sens, le mec, il fait sauter toutes les croyances limitantes à son groupe. Et je pense qu'il y a énormément de psychologie. De toute façon, on le dit, hein, le travail d'un coach en 2025-2026, aujourd'hui, c'est 80% du management humain et 20% de tactique. ouais, Alors, on a la chance d'avoir un Sage qui semble être quand même à chaque fois avoir un coup d'avance tactiquement sur ses adversaires, parce que quand il est dominé, il fait des ajustements qui payent. Et des fois, quand l'adversaire fait des changements tactiques, il arrive à contrer un peu l'image d'une partie d'échec. Et je pense que dans la partie management des êtres humains, enfin, je reviens sur le cas Jonathan Gradit, le ouais. fait d'intégrer Jonathan Mm. Gradit aux séances d'entraînement, mais pour moi, niveau management, c'est du génie. C'est du génie. Comme ça nous paraît évident, mais je pense que personne n'aurait imaginé Jonathan Gradit devenir une sorte d'adjoint Pendant sa supérieur convalescence, ouais. durant sa convalescence. Je trouve ça génial en termes d'implication et enfin, ça fait famille et ça fait en plus, mec, on t'attend, tu prépares l'évolution du projet de jeu au plus près et quand tu reviendras, en fait, tu seras au courant de la partie De théorique tout. de l'évolution Ouais. du projet de jeu et boum, et tu seras opérationnel physiquement Et et déjà, au et point déjà, on avait tactiquement. vu le soutien quand il s'est blessé. On avait vu le soutien de toute la team, hein, Mm. avec les maillots, avec même à la fin du match, ils étaient tous réunis sur les réseaux sociaux. On avait vu, enfin voilà, on sent qu'il y a une, il y a un groupe hyper uni, hyper soudé qui va dans le même sens. Et ça, c'est quand même des signes qui ne trompent pas en général hein, sur la réussite d'un groupe aussi, hein, parce que comme tu disais, il y a la tactique, il y a le terrain, mais il y a aussi la psychologie qui rentre pour beaucoup hein, dans la réussite d'une équipe. Hein. Je crois que tu en as encore une petite dernière, Rémi, pour conclure tes trois stats, là, ta première partie de saison Ouais, grâce à la dernière, je pense que c'était surtout sur la diversité des buts. Ouais, c'est On a ça, eu ouais. cette période de corner qui était folle, Ouais, où on a marqué 9 buts sur corner, ce qui est juste monstrueux. on a été Euh, longtemps premier hein, dans l'exercice ouais, hein, en Europe. Hein. ouais, ouais. Et donc, j'ai regardé, c'est entre la J12 et la J7 où on a marqué déjà 7 buts sur corner, sur 33 corners. Donc ça, voilà, c'est juste incroyable. Depuis, c'est pas aussi beau parce qu'on a eu autant de corners, 33 pour 0 but. Ouais, mais on Par s'est contre, diversifié du coup. c'est ça. On arrive à marquer beaucoup plus sur des attaques placées maintenant, sur des récupérations hautes, sur des coups francs. Bon, comme ça a été le cas avec Sochaux, mais ça je le compte pas dans mes stats, Ouais. les matchs de Coupe de France.
Je pense que c'est aussi dû au fait que les adversaires nous attendent désormais et ils vont aller un peu plus sur le reculoir pour pouvoir jouer en transition ou en contre-attaque. Mais oui, Mais l'équipe a réussi à on a, s'adapter justement à différentes ouais, stratégies finalement en fonction de l'adversaire aussi. Les coups de pied arrêtés, on sait que c'est hyper important, que ça peut te débloquer un match hyper compliqué, hyper fermé. La domination quand tu es face à un bloc bas et que tu arrives à marquer en attaque placée, ça aussi ça te donne évidemment beaucoup de confiance quoi. ouais, et on les a vus hein, face à Nice, des centres qui viennent sur les côtés, Ouais. face à Nantes, ça a été pareil. Et là, du coup, on commence à sortir des armes qui sont différentes avec des pistons qui vont être en capacité de faire des centres qui vont être reçus et qui vont faire but, alors que c'était pas le cas en début de saison. On devait s'appuyer uniquement sur des corners ou des pénaltys. Et donc ça montre le fait que l'équipe est en évolution constante et on continue d'optimiser chaque élément de jeu et bah, Et c'est c'est que en ça où positif pour le futur, ça, hein. tu te dis que effectivement Sage quand il dit que et ça pouvait paraître un peu je dirais pas prétentieux mais surprenant quand t'es premier c'était au moment où je crois on est champion de Noël hein, avant les Ouais, fêtes de Noël. où Sage disait que l'équipe en avait encore sous le pied donc Ouais. c'est effectivement ça corrobore avec tes stats Rémi. Est-ce que vous avez un homme de la mi-saison peut-être à me donner sur la première partie de saison du Racing? Ce serait qui pour toi, Rémi? C'est compliqué d'en ressortir un, en fait, Ouais. hein. Ah mais t'as le droit, hein. T'as le droit. Je pense que si vraiment je dois en ressortir un, c'est Sangaré qui fait une impression juste Ouais. folle et qui permet à Thomasson bien de se libérer. À voir, pourtant on a un Bulatovic aujourd'hui qui fait aussi le travail, mais je pense que Sangaré pour moi c'est l'homme de la différence et ça a été le game changer sur ce début de saison pour nous. Ouais. Antoine, t'as un autre ou tu penses à Sangaré aussi? Ouais, bah Sangaré, ouais, c'est clairement. De toute façon, dans le vestiaire, voilà, ça a été un peu relayé. Tout le monde s'est dit, c'est quoi cet ovni, quoi. Un peu à la Ouais. même manière un Rouzanov quand il est arrivé. Ouais, c'est vrai. C'est un mec, il est hors norme. Non, bah moi, j'adore Mathieu Hudol Ouais. pour tout ce qu'il représente, par le choix, par l'abnégation du bonhomme, 4 fois les croisés. Aujourd'hui, à ce niveau-là, je pense qu'il est vraiment. Et c'est vraiment pas faire enfin voilà, tout le monde en parle. World Cup propaganda. Enfin, je veux dire, Je t'ai vu, hein, t'as tweeté, hein. ah ouais, non mais ça, je vais être lourd avec ça. Hein, mais à chaque fois qu'il va être décisif, c'est-à-dire toutes les semaines, mais en l'occurrence, ouais, pour moi, c'est vraiment un joueur qui apporte de la dimension physique, défensivement, dans le duel, mais aussi dans le centre, mais aussi dans la finition, parce qu'il est vraiment très très bon dans la surface. Il est clutch, Et ouais. on rappelle, Ouais. je crois que c'est Guillaume Perrard qui le disait, Guillaume qui le disait, euh, je crois sur Culture sans erreur, c'est que le but contre Toulouse de Saïd, ça vient d'un pressing de Udol. Hein. Ouais. Et c'est cette omniprésence des joueurs dans la surface, dans la zone de finition, qui font que aussi on met en boîte énormément d'adversaires. Et on pourrait aussi citer Thomasson, on pourrait citer Thomasson, Hudson-Edouard, on pourrait citer Wesley Saïd, hein, Malangsar, malgré tout. Malang Sarr, Sarr, voilà, la résurrection de Risser, Malang Sarr. Enfin, on pourrait tous. tous les citer en fait. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent que c'est vraiment un groupe finalement, hein, une vague d'un groupe qui déferle pour l'instant en tout cas. On croise les doigts sur la Ligue Aguilar, 1. Aguilar, Ouais, Ben le Aguilar plus aussi, haut ouais, nombre bien sûr. de sprints, de courses à Et haute intensité de Ligue 1. on n'a pas cité Flotovin aussi également quand même, Et qui est un peu Flotov. notre tête Ouais. d'affiche à l'époque. Enfin, en tout cas, quand il est arrivé, c'est le champion du monde. Voilà, c'est donc. Et Euh, ce qui est fou, c'est qu'on pourrait faire la même chose dans le staff, hein. ouais, T'as Pierre Sage d'à côté, t'as Capitaine avec ce qui a été fait sur les corners, alors j'ai plus le nom, mais de l'équipe de préparation physique, parce qu'on voit les courses à haute intensité de l'équipe. ouais, Encore une fois, on est dans les Guillaume tops Bravet. ouais, Guillaume Brevet, européens. c'est ça. Pareil, difficile d'en ressortir une seule personne, et finalement, bah, c'est tant mieux, hein. C'est un problème de riche. Ouais, et puis moi je préfère qu'on se base des individualités dans un collectif plutôt que uniquement des individualités de toute façon, Mm. parce qu'on sait que ça peut pas marcher sur la durée. On va conclure en parlant mercato, messieurs, si vous voulez bien,
ce premier numéro du Racing Club, puisque le mercato est ouvert hein, pour ce mois de janvier. On a eu la surprise déjà au mois de décembre de découvrir l'arrivée, la signature d'Amadou Haïdara en provenance de Leipzig. L'avenir nous dira si c'est un très bon coup. En tout cas, sur le papier, ça semble être un très bon coup. T'as fait allemand première langue, toi, non, Val? Pourquoi? Non, j'ai même pas fait mon première Ça, langue. non, Leipzig, mais c'est parce que j'ai dit Leipzig. 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 En tout cas, c'est vrai que ça, sur le papier, en tout cas, ça semble être une bonne pioche. Est-ce que ce sera une bonne pioche maintenant? Est-ce que ce sera une bonne pioche la saison prochaine? L'avenir nous le dira. On a vu le cas Machado, hein, finalement aussi, qui a été plutôt bien traité, je trouve, de la part du staff, qui ne pouvait pas lui donner le temps de jeu nécessaire à son épanouissement et peut-être pour la Coupe du Monde, et donc a préféré le transférer du côté du FC Nantes. Maintenant, est-ce qu'on a des attentes sur ce mercato du côté de l'équipe actuelle pour renforcer peut-être l'équipe? Est-ce qu'il y aura un point peut-être un peu plus difficile? On parlait notamment de Jonathan Grady et d'Ismail Ogagnou. Est-ce que ce poste de défenseur droit finalement est peut-être le poste sur lequel il faudrait un petit peu travailler, peut-être essayer de recruter un joueur? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, en attendant le retour de Joe Grady? Est-ce que ça peut pas couper l'élan aussi d'Ismail Ogagnou? Bah ouais, moi j'ai un parti pris, c'est pour moi il faut pas recruter en central droit. Pour les raisons bah déjà Grady, c'est quoi le message que tu envoies à Grady? C'est quoi le message que tu envoies à Gagnou? En fait, tu Mmh. fais un peu effet fourchette quoi. Tu Ouais, crèves ouais. les, tu mets un doigt dans l'œil de chacun de tes joueurs. Euh, et surtout en fait tu vas venir titiller la susceptibilité d'un des cadres historiques du vestiaire et tu vas venir Tu peux, mettre des tu peux bâtons dans toujours les roues. juste, tu peux toujours justifier ça, je pense, hein, en te disant on a une opportunité folle aujourd'hui pour aller chercher le titre à la fin de saison, donc tu as besoin d'avoir quelqu'un et tu peux préparer la Ligue des Champions. Moi, je suis pas Ouais, d'accord, mais je pense que ça se justifie, tu vois. non, mais je suis d'accord. Mais après, moi, quand je fais une analyse un peu plus globale de l'effectif, je me dis qu'aujourd'hui, là où il manque quelqu'un, c'est en piston gauche. Ouais, ouais, c'est On vrai. va Bah, voir ce avec qu'on le va faire départ avec de Chavez. David Machado, du coup. Ouais. Voilà. Et Chavez, je pense qu'on est encore loin d'un joueur qui peut être au niveau pour même être titulaire. Parce qu'en fait, moi, ce On que l'a je me pas dis, vu sous c'est Pierre que. Sage, on sait jamais. Il fait des miracles, hein, Mm. Pierre Sage. Hein, donc, Ouais, peut-être, ouais. Mais après, il y a Bermond aussi, effectivement. Tu, ouais, tu on peux peut-être t'entend moins aussi bien là, mettre Antoine. quelqu'un d'autre. Ouais, Mais vous m'entendez? ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, Ouais. Ouais. Non, mais en fait, voilà, ce que je me dis, c'est que si tu recrutes un central droit, tu vas déranger, entre guillemets, le développement de Gagnou. Tu vas potentiellement déranger le retour de Grady s'il revient d'ici la fin de saison. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, plutôt que de recruter un défenseur central droit, de plutôt aller chercher peut-être un piston gauche et de se dire, puisque tout fonctionne bien dans ce collectif, Mathieu Hudold, est-ce qu'il pourrait pas venir renforcer l'axe et du coup, Mm. voilà, ou voire même Aguilar revenir un peu en central droit et voilà, c'est des Ouais. questions. Moi personnellement, j'ai pas de réponse, hein, mais je me dis que l'évidence de recruter un central droit pour remplacer numériquement Grady, pour moi, c'est pas une évidence. C'est vraiment pas une évidence. T'étais pas d'accord en tout cas tu trouvais que ça pouvait se justifier en tout cas, Rémi, notamment déjà par le fait que Joe Grady est blessé, qu'on sait pas dans combien de temps il va revenir finalement, dans quel état il va revenir, ça va peut-être être compliqué de se remettre en route. Il y a un titre malgré tout à aller chercher. Gagnou, même si il fait des bons matchs, il peut peut-être aussi parfois passer un peu à travers. Et puis on oublie qu'il reste quand même assez jeune et que ça peut être pas mal de pression sur ses épaules. T'as un avis peut-être un peu plus partagé, toi, sur ce dossier-là, Rémi? non. J'ai le même avis qu'Antoine. Je pense que ça peut se justifier, j'entends les arguments, Ouais, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. En tout cas, c'est pas celle que je souhaite moi, ouais. parce qu'on se retrouve dans une situation similaire à ce qu'on a connu il y a 3 ans à peu près, quand on a été titillé le PSG et Ouais. derrière on avait la Ligue des Champions. Je pense que c'est là où on a commencé à arrêter de faire du lance et aller rechercher des gens qui étaient trop payés, qui correspondaient plus forcément à ce dont on avait besoin sur un plan moyen long terme, et on regardait juste sur du court terme et on en a payé les frais 2, 3 ans après. Mhm. Donc moi, je suis d'avis de se dire on a une opportunité, ok, voyons ce qui se passe, mais restons sur le plan initial parce que on va le repayer plus tard.
Ouais. Ouais, ça s'entend aussi, hein, et puis ça permet aussi peut-être Puis il y a Sotoka, hein. Sotoka, on peut peut-être le tenter, en hein, décédé, central ouais, droit. on a des central droit. C'est En peut-être le seul piston poste qu'il a gauche. pas fait au Racing avec le goal. Non, mais j'entends et c'est vrai que ça permet aussi à Gagnou de prendre de l'expérience, de se développer peut-être un peu plus rapidement que ce qui était prévu. Il a montré qu'on pouvait aussi compter sur lui, même si parfois il peut passer à travers. Je pense que la pièce centrale de cette équation, c'est Grady. Comment est-ce qu'au club, ils arrivent à suivre l'évolution du retour de Grady? Est-ce que Ouais. la convalescence se passe bien? Est-ce qu'il y a des projections de retour à l'entraînement déjà au mois de mars? Et du coup, du coup, on est déjà mi-janvier, donc ça serait un mois et demi, 2 mois. Mm. Un mois et demi, 2 mois, c'est beaucoup, mais c'est aussi pas grand-chose, sachant que on rappelle, on a que la Coupe de France et le championnat à jouer. Ouais. On a quand même une grosse marge sur le tableau de la roadmap. Et puis Gagnou, derrière, tu as Antonio qui peut faire l'affaire, tu as Aguilar qui peut revenir. Mm. Franchement, c'est pas évident de se positionner, je Enfin, pense, pour en ce moment. Gradit, c'est vraiment court-termiste, hein. Encore une fois, Pierre Sage, il est là pour faire monter aussi des jeunes du centre de formation. Il Ouais, faut je suis voir ce qu'il y a d'accord. dans le centre de formation. Ça, j'ai pas l'expertise et la connaissance pour vraiment savoir s'il y a des petits jeunes qui ont du potentiel et qui sont en liste d'attente. Mais l'idée, je pense que ça serait plutôt de miser sur ça, hein. Je pense que Gagnou, en tout cas en termes de stats, j'ai vu que il faisait partie des jeunes très prometteurs à son poste et je pense que à terme, c'est de stabiliser Gagnou dans ce rôle de défenseur droit. On verra ce que l'avenir nous réserve. Le mercato dure jusqu'à la fin du mois de janvier. On aura le temps d'en reparler dans le Racing Club dans un prochain épisode parce que c'est déjà la fin de cet épisode numéro 1 de ce Racing Club. C'était cool de se retrouver, Antoine, Rémi, comme ça, parler du Racing et de ses exploits. Voilà, en mode chill, en mode on s'amuse, mais aussi on dit des trucs un petit peu intéressants et un petit peu sérieux parfois. Merci beaucoup les gars pour ce premier rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur le Racing Club. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et surtout à liker nos émissions si vous avez aimé. Comme ça nous donnera de la visibilité. Ça nous permettra d'être mis en avant, pourquoi pas, et de toucher plus de supporters lensois. On vous J'ai retrouve cru très que t'allais bientôt pour dire le deuxième. plus de Ouais. thunes. Ça nous permettra de toucher plus de thunes. Super. Non, on fait ça gratos, en tout cas pour le moment. Pour le moment. À bientôt les gars. Et puis on se Allez, retrouve à la semaine prochaine. pour le Racing Club numéro 2 très bientôt. Ciao, ciao. Salut, À ciao. bientôt.